Les maisons de luxe, parfois plusieurs fois centenaires, ont comme n'importe quelle autre entreprise, ont des petites problématiques de communication. On a vu ces derniers temps, et nos intervenants sont là pour vous le dire, une vraie évolution dans les demandes des entreprises du luxe vis-à-vis de l'événementiel. Donc on va essayer de tracer ces tendances, de tracer ces évolutions. Et on a aussi mis en avant un peu d'offres avec Evanella et Option, donc qui, eux, de leur point de vue à eux, vont aussi nous expliquer ce qu'ils ressentent de ce marché du luxe, et puis aussi de nous donner des bonnes idées. Donc voilà, on a essayé aussi, beaucoup, j'ai passé un temps fou pour essayer de faire venir des vrais annonceurs, des vrais responsables de com événementiel du luxe. Je me suis heurté à plusieurs murs, parce que d'abord, la communication est très contrainte chez ces marques-là. Donc très peu ont le rôle de porte-parole, donc très peu ont l'autorisation de venir dans ce genre de rendez-vous, dans ce genre de table ronde. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que certaines d'entre elles aussi préfèrent faire profil bas, donc on va en rediscuter avec nos intervenants. La discrétion est aussi une valeur chère au luxe, donc d'autres n'ont pas voulu venir s'exprimer. Je le regrette profondément, parce que je pense que leur point de vue, leur observation du marché, la manière dont ils réalisent des événements font que on se rend bien compte que eux aussi considèrent désormais l'événement comme étant un véritable outil et de management et de communication. J'en prends pour preuve un événement comme, ça y est, j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave, ça va me revenir tout à l'heure, fait par LVMH, qui ouvre l'ensemble de ces lieux de production au grand public, les journées particulières, voilà, qui est vraiment quelque chose de tout à fait innovant dans une marque de luxe, s'adresser au grand public, ouvrir les lieux de l'art, ça c'est vraiment quelque chose d'innovant. On va essayer, avec nos intervenants, de comprendre pourquoi tout d'un coup, alors qu'ils ont un nombre de clients très petit, tout d'un coup ils essayent d'avoir, vis-à-vis d'événements comme les journées particulières, une ouverture au gros public grâce à l'événementiel. Donc on va essayer de comprendre tout ça. Et puis on a aussi, on reviendra sur les défilés de mode. Si on parlait pas des défilés de mode en France, ça serait quand même difficile. Et puis sur tout un tas d'entreprises du luxe et de leur évolution et des idées qu'elles mettent en place pour leur communication événementielle. Sachez qu'à 15h45, dans la conférence d'après, dans la table ronde d'après, il y aura un exemple live d'une soirée RP réalisée par la maison de cognac Martel à l'occasion de ses 300 ans. Donc vous aurez dans la conférence d'après une sorte d'illustration de ce qu'on va aussi se raconter sur l'évolution et sur l'événement, sur l'évolution de l'événementiel du luxe. Voilà. Alors sans plus attendre, après cette introduction mal ficelée, et je m'en excuse, j'accueille nos intervenants. On commence par Lucie Knapek. Lucie Knapek d'Evanella. Vous pouvez les applaudir, ça les encourage. Donc l'agence Evanella, qui travaille avec les artisans d'art, et elle va nous expliquer comment, pourquoi. Jean-Philippe Brault. Jean-Philippe Brault préside ProFirst. ProFirst, c'est une agence événementielle dédiée au monde du luxe. Voilà, il arrive de Londres, tout frais, tout pimpant. Romuald Leblond. Romuald Leblond, il est directeur associé de La Mode en Images. Donc une autre agence événementielle spécialisée dans le luxe et qui va nous parler des défilés de mode. Et puis Marc Rocagel. Marc Rocagel préside la maison Option, récompensé pour la beauté de ses stands depuis plusieurs années ici à Event, et il nous dira aussi de son point de vue l'évolution, comment lui est réceptif par rapport à cette évolution du luxe. Alors, on va commencer par cher Jean-Philippe. Tu as le droit de prendre un micro. Ouais. D'abord, est-ce que tu peux nous présenter, pour savoir d'où tu parles, comme disent les sociologues, ProFirst? D'où je parle. Très brièvement, ProFirst, c'est une agence de communication événementielle indépendante, créée en 89 par un monsieur qui s'appelle monsieur Bruno Pagny. On est présent à Paris, à Bruxelles, à Londres, également à Saint-Tropez et à Megève, on verra peut-être pourquoi tout à l'heure. Et nous comptons aujourd'hui à peu près 50 collaborateurs répartis dans ces entités, spécialisés aujourd'hui sur le travail des marques de luxe. Exclusivement, uniquement.
Volontairement. Et Volontairement, on y reviendra de cette spécificité de ce marché-là. Alors, vous allez intervenir chacun votre tour. Je vais vous poser à peu près les mêmes questions. Jean-Philippe, les codes du luxe en 2015, selon vous, selon toi, c'est quoi? c'est les mêmes qu'en 2014 et c'est les mêmes qu'au siècle dernier. Ce qui a changé aujourd'hui dans le luxe, c'est l'expression du luxe, la manière dont on va en parler, qui influe donc sur l'influence auprès des consommateurs et de sa cible, mais les codes sont les mêmes. Authenticité, savoir-faire, qualité. Même quand on est une marque qui a 300, 400, 500 ans, on est toujours sensible aux valeurs que tu cites. Ah, et encore beaucoup plus. Avec une notion d'exigence qui est bien supérieure. Mais pourtant, ces marques-là, elles vivent dans notre temps. Elles ne peuvent pas sans arrêt se référencer à leur glorieux passé. Comment on essaye de répondre à cette contradiction entre je suis une marque pluricentenaire, mais il faut que je vende mes produits aujourd'hui, maintenant? C'est l'histoire en fait des marques qui en fait la modernité aujourd'hui. C'est parce qu'elles ont une histoire qu'on va parler d'héritage, qu'on va parler de patrimoine, qu'on va parler de transmission. Et toute la communication du luxe aujourd'hui et les messages qu'on doit passer, c'est l'expression de cet héritage et la transmission de ces messages à une nouvelle cible. Alors certes, il y a des nouveaux outils, dont on va parler tout à l'heure, auxquels on doit s'adapter, mais le luxe, c'est d'abord une histoire. Dans votre activité, quelle évolution de la demande vous observez? Alors on a parlé de valeurs immuables, mais malgré ça, est-ce que vos clients, aujourd'hui, vous demandent la même chose qu'il y a 5 ans? Oui, presque. Mais avec une notion d'excellence et des exigences qui sont bien supérieures aujourd'hui, parce que les outils qu'on a à disposition sont différents et sont beaucoup plus performants. Et ce qui va faire la grande différence aujourd'hui, c'est que c'est plus tellement une demande, parce que ça, on parle de demande parce qu'on vient du mass market, dans l'événementiel, donc à un moment on vient. C'est surtout le fait qu'aujourd'hui, dans le luxe, ce qui le caractérise, c'est qu'on n'est pas là pour leur vendre quelque chose. On est là pour leur donner envie d'acheter quelque chose. Et c'est totalement différent dans l'esprit, dans la tournure d'esprit qu'on doit avoir quand on veut faire ce métier pour les marques de luxe. Est-ce que cette exigence qui est redoublée, elle n'est pas due aussi au fait que le luxe, enfin en tout cas que beaucoup de marques, beaucoup d'entreprises se disent de luxe et que pour ces marques qui sont l'héritage, comme vous disiez, d'une tradition, d'un savoir-faire, d'une expertise plusieurs fois centenaire, elles se sentent un peu agressées au niveau, enfin pas agressées, mais elles se sentent un peu titillées au niveau de ces valeurs-là qui leur appartenaient hier. Tout le monde s'inspire du luxe aujourd'hui, donc il y a toujours. Oui, mais donc il y a le vrai luxe. Alors c'est quoi? Et l'autre luxe. C'est quoi le vrai? Le vrai luxe, c'est les pionniers. C'est pas parce qu'on est des grandes marques, et je pense que Romuald en parlera aussi très très bien tout à l'heure, et évidemment Lucie également. C'est parce qu'on est une grande marque, ce qu'on s'appelle, je ne vais pas citer de nom, qu'on est forcément du luxe ou uniquement du luxe. Il y a aussi plein d'autres petites marques qu'on ne connaît pas et qui sont des marques qui ont ces mêmes codes d'authenticité notamment et de savoir-faire, qui peuvent être des marques anciennes. Je pense à un maroquinier comme Chapal, qui existe depuis 1832 et qui fait des blousons de cuir, d'aviation, des choses absolument dingues. Je pense à une jeune maison qui est la maison du Velleroy, éventailliste, aujourd'hui repris par 2 jeunes filles qui sortent de HEC, qui existe depuis 1837 et qui sont en train de revenir très très fort sur le marché avec des gros investissements qui vont sortir pour remettre cela à l'ordre du jour. Et puis, mais même des marques en horlogerie qui sont des marques beaucoup plus récentes. Baleine Ross, 1998, on n'est pas dans le siècle dernier. C'est les mêmes codes, c'est une histoire qui est créée à partir du moment où une histoire est créée. Un storytelling, comme on dit en com. Exactement, on construit un patrimoine. À partir du moment où on construit un patrimoine, on doit le transmettre. Et à partir du moment où on a tous ces éléments, on appartient au luxe. Alors, est-ce que vous avez, vous, dans votre expérience d'agence, un exemple, alors peut-être pas en citant les marques, ou si vous pouvez les citer, tant mieux, mais où on voit cette exigence d'excellence supplémentaire, et puis la réponse que vous avez pu y apporter? Oui, alors à proprement parler, sur le développement et la production d'un événement, c'est dans évidemment le détail, on en reparlera je pense tout à l'heure, que se fait toute la différence et c'est là qu'on cherche notre domaine d'excellence. Ce qui change aujourd'hui,
Et ce qui est d'autant plus fort, c'est qu'un événement, c'est un événement. Et tant qu'il n'a pas une caisse de résonance, l'événement, pour les marques, il ne donne pas grand-chose. Aujourd'hui, quand une marque vous donne 500 000, 1 million, 5 millions pour organiser un événement, elle attend un événement à 500 000, 1 million, 5 millions pour l'événement. Si vous rajoutez en plus de ça une caisse de résonance, qui est le digital, qui sont les réseaux, qui sont la presse, les médias, à ce moment-là, la valorisation de l'événement est totalement différente. C'est peut-être ça qu'ils attendent de nous aujourd'hui. De la valorisation, de la caisse de résonance. Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'on parle caisse de résonance, on rentre presque dans un domaine de grand public. Or, on le sait, et je parlais tout à l'heure en introduction des journées particulières. Le nombre de clients d'LVMH est très limité par rapport à sa volonté de communication grand public. Oui, mais ce qui fait la valeur d'LVMH, c'est parce que le grand public a ce qu'on appelle un engouement pour cette marque, qui lui est inaccessible, en tous les cas pour la plupart. Et c'est ce côté inaccessible qui construit aussi l'image de ces maisons et le côté aspirationnel de la marque. Et on verra après que toutes ces marques de luxe, pour la plupart du temps, ont aussi par exemple des parfums. Premier produit accessible du luxe d'appartenance à une marque pour celle qu'on qualifie habituellement de Madame Michu. C'est gentil pour Madame Michu. Oui. Donc oui, le parfum, premier élément du luxe accessible à tout le monde. Donc ça justifie pour toi le fait que ces marques-là, elles doivent avoir une résonance grand public. C'est essentiel. Absolument. Donc, tu m'as pas cité d'exemple précis parce que tu peux pas, parce que tu n'as pas envie, parce que... Non, c'est pas une question d'envie, c'est qu'il y en aurait à la fois beaucoup, parce que toutes les marques de luxe ont ces mêmes exigences. Je ne suis pas sûr que ça change énormément de choses là dans le débat que je donne des noms. Mais Non, mais c'était juste pour voir comment, pour ressentir concrètement à travers un exemple, l'évolution de la demande et la réponse que, avec ces nouveaux outils que tu décrivais, tu as pu apporter pour augmenter cette caisse de résonance, comme tu dis. Je vais faire un lien du coup un petit peu avec Romuald, mais si on prend un des derniers défis maîtrise à plus que 100% de la technologie. Merci, on va revenir sur ce premier propos. Romuald, cher Romuald. Bonjour. Donc la mode en image, vous pouvez présenter cette agence magnifique connue en France et dépositaire d'un grand savoir-faire. Je peux continuer longtemps. Merci. On est une agence de concept, production, réalisation d'événements qui font effectivement très centrés depuis très longtemps sur le luxe, avec un cœur de métier qui est sur la production de fashion show, de défilés de mode. Alors le défilé, c'est vraiment une histoire très ancienne. Non. Ah bon? Par rapport au luxe, non. Non. C'est une histoire récente. C'est une trentaine d'années, quarantaine d'années. Ah oui, c'est mon âge, donc c'est bien ce que je dis, c'est très ancien. On parle de maisons centenaires, voilà. Alors, depuis 30 ans où ces défilés existent, qu'est-ce que vous avez vu, vous, évoluer dans la demande de vos clients créateurs? Surtout, ce qu'on a vu évoluer, c'est le monde du luxe. On va dire qu'il y a eu un monde de luxe lié à la mode et au prêt-à-porter qui s'est mis en place dans les années 70-80, qui avait quelque chose de joyeux drill qui s'amusaient ensemble, qui faisaient lancer des marques. Ces marques ont petit à petit été rachetées par des groupes. Bien ou mal, c'est pas la question, mais subitement, ces marques, le luxe de façon globale, s'est industrialisé. Là où on était dans un artisanat et un savoir-faire, et quelque chose qui était totalement axé sur la création, sans forcément penser à des rentabilités, subitement est devenu une industrie. Bon, ça, c'est les années 90-2000. 2015, maintenant, on se pose la question de se dire, OK, on est une marque de luxe, parce qu'on nous catalogue dans ce type de marque, mais comment je fais maintenant le grand écart, parce que c'est vraiment ça maintenant, c'est de dire, je dois faire du chiffre, parce qu'ils ne peuvent plus faire autrement, parce qu'elles sont en bourse et que l'actionnaire veut voir son chiffre augmenter, la rentabilité, et comment je continue à véhiculer une image de marque et une image très haut de gamme et de luxe. Donc l'artisanat, le savoir-faire. Donc cette espèce de grand écart de vendre, alors effectivement il y a des marques qui ont le parfum pour ça, d'autres l'ont pas forcément, mais voilà, un produit accessible à 100 € et d'être capable aussi de vendre un produit qui va coûter X millions. C'est très compliqué. Et les marques sont dans une problématique en ce moment de se dire, voilà, comment aujourd'hui je peux encore utiliser et dire que je suis une marque de luxe et non pas utiliser ce mot comme un mot de marketing qui a malheureusement été extrêmement galvaudé, très utilisé, l'access luxe.
là-dessus, ce que je vais dire n'est pas forcément très politiquement correct, mais le luxe n'est absolument pas démocratique. Voilà, ça a toujours été comme ça. C'est réservé à une certaine élite et qui entre. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit véhiculer comme image tout en gardant ce savoir-faire. Puisqu'on est face à des populations à l'étranger principalement, où on a essayé, on va parler du marché chinois, on a essayé de leur vendre un produit de luxe. Bon, de toute façon, je vous vends le portefeuille, je vous vends le parfum. Le problème, c'est que ce marché a été mûr très très vite et on s'est aperçu que les grandes marques de luxe qui avaient fonctionné là-dessus, globalement, toutes cassaient la figure et que le client est devenu extrêmement mature, beaucoup plus vite que prévu et que maintenant, il veut que de l'excellence et surtout de l'excellence qui ne leur soit qu'à eux. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas voir quelqu'un dans la rue qui serait susceptible d'avoir ce type de produit, ce type de marque. Donc il y a une espèce de grand écart et comment dire, une gymnastique que les marques vont être obligées de faire qui est extrêmement compliquée. Entre l'industrialisation et la demande du sur-mesure à l'extrême, voire de l'exclusivité. De l'exclusivité. On va y revenir parce que c'est une de nos problématiques quand on est un prestataire comme option de faire ce grand écart-là aussi. Bien sûr. Et est-ce que, alors, donc, bien évidemment, cette présentation que vous faites du marché et de ce grand écart, ça rejaillit sur les briefs que vous pouvez recevoir et les demandes que vous pouvez recevoir en communication événementielle, j'imagine. Alors, sur les défilés, évidemment, c'est un axe de communication pour les marques extrêmement important. Ce sont des rendez-vous d'ailleurs qui se multiplient, où avant, on avait, pour certaines marques, on le prêt-à-porter hommes, femmes et couture, globalement 6 rendez-vous dans l'année. Maintenant se rajoutent les présentations de pré-collection, les rendez-vous pour les collections croisières. Donc, elles sont obligées de prendre la parole très régulièrement. Ça, pour le coup, merci H&M, Zara. Voilà, le changement en boutique tous les mois. Il faut faire revenir le client régulièrement pour qu'il voit les nouveautés. Globalement, même les marques de luxe ont été obligées de répondre à aussi cette demande. Elles ont suivi, là, en l'occurrence. Elles ont suivi les... Pour le coup, elles n'ont pas pu faire autrement. Oui, il y a besoin de faire revenir le client régulièrement. Parce que c'est aussi une guerre entre les marques de luxe. Il faut fidéliser le client, le faire revenir régulièrement pour qu'il a besoin de consommer, mais il faut lui vendre du produit. Et pour le coup, c'est un produit qui ne s'achète pas via Internet, vraiment. Voilà, on a besoin de voir, on a besoin de toucher, on a besoin de se rendre compte, on a besoin de porter. On a besoin qu'on nous raconte une histoire. Oui, bon, ça, toutes les marques qui vendent leur storytelling vont de la vente, bien évidemment. Alors, concrètement, ces évolutions-là, ce grand écart, la multiplicité des rendez-vous de présentation, de prêt-à-porter ou de... est-ce que ça a une influence sur... Ça veut dire que vous êtes sollicité beaucoup plus souvent? Avant, on était sur un travail, j'allais dire, presque saisonnier. Cyclique, oui. Maintenant, c'est non-stop. Non-stop. Il y a plein d'autres choses que vous ne voyez pas forcément. Maintenant, quand on vend certains produits de luxe, on ne va pas forcément communiquer et on ne va pas forcément le dire au grand public. Donc, ça va être des rendez-vous qui vont être faits avec des clients sur quelque chose de très particulier. Alors, pas correct politiquement, la fourrure. Toutes les marques, globalement, pas toutes, mais certaines marques continuent à faire des lignes de fourrure, mais qui sont purement vendues en showroom ou dans des lieux qu'on est obligé, nous, de le recréer, qui sont des espèces de kits qui voyagent à travers le monde, qui sont dans des suites d'hôtels. Ce n'est même pas dans les maisons ou dans les boutiques, et sur rendez-vous, les clients viennent acheter ce genre de produits. Voilà, ça c'est l'extrême auquel on en est arrivé, c'est-à-dire de quelque chose d'extrêmement privé. On revient vraiment à la notion d'haute couture telle qu'elle pouvait être encore au 19e et jusque dans les années 50. C'est intéressant ça. Mais on fait appel à une agence événementielle pour organiser ces événements-là. Notre travail, maintenant, il est de plus en plus d'accompagner les marques de luxe, non seulement sur des événements qui peuvent être des événements grand public, mais sur des choses qui sont... Il y a un moment donné, c'est notre métier, on le fait depuis très longtemps. Et pour certaines marques, on les accompagne depuis plus de 15 ans, donc on a évolué aussi avec eux. Et on connaît parfaitement l'ADN et c'est quoi l'image du moment qu'ils veulent donner, qu'est-ce qu'ils veulent véhiculer comme image. Donc pour ça, c'est assez intéressant et on est les garants, entre guillemets, de la continuité de cette image auprès des clients. Sur la durée, quels que soient leurs événements. Exactement. Grand, petit, moyen, confidentiel, grand public, oui. Un mot, avant de passer à Lucie, un mot sur les défilés. Jean-Philippe, ça a l'air de vous poser problème. Non. Jean-Philippe a parlé de digital et de caisse de résonance du digital sur les défilés. J'imagine que là, hier, enfin moi je me souviens d'un défilé où vous aviez
à la fin, au bout du... je connais pas les termes, les photographes et les caméras. Le podium photographe. Oui. Voilà, le programme de photographe. L'objectif, c'était que le défilé, c'était en fait de faire vivre la collection pendant l'année dans les magazines de presse. Donc on accentuait, on mettait beaucoup d'éclairage, on accentuait. Maintenant, j'ai l'impression que ça a changé, cette demande-là, elle est plus exclusive. Ouais, ça pose plusieurs problèmes, les défilés aujourd'hui. Déjà, je vais un peu caricaturer, mais on a un problème de calendrier. C'est assez illogique qu'au mois de janvier, là, nous allons présenter le prêt-à-porter homme 2016-2017. Donc, vous parlez d'un événement où le produit va se retrouver en boutique 1 an, voire 6 mois après. Donc, globalement, ce genre de type d'événement, c'est la marque qui prend la main et pas le produit. C'est pas ça qu'on est en train de vendre. Parce que le produit, globalement, il va être dans quelques mois en boutique. Est-ce que ça veut dire que dans les années qui vont venir, on ne va plus avoir de Fashion Week comme aujourd'hui parce que globalement, on va faire des sessions pour la presse et les vendeurs exclusivement. Et au moment où le produit va se retrouver en boutique, est-ce que les marques vont faire un événement qui annonce ces produits en boutique? Ça, on va voir. Ça veut dire qu'il y a une réflexion dans les maisons de luxe et la Fédération française de la mode, j'imagine, pour transformer et faire évoluer ces rendez-vous-là. Ça va être obligé. D'accord. Voilà. Okay. Je ne sais pas s'ils y réfléchissent, mais on va y arriver. Il va y avoir une implication en termes d'événementiel. Voilà. Après, vous parliez, voilà, les nouveaux réseaux Instagram, et on va principalement parler d'Instagram parce que c'est de ça dont il s'agit. Oui, ça nous demande, maintenant, on nous demande un peu de réfléchir, d'intégrer. Si vous le voyez un peu bêtement, ça veut dire aussi de plus en plus de marques de luxe travaillent sur le photocall, c'est-à-dire qu'on n'est plus forcément sur une seule bâche, on va créer quelque chose, un environnement dans lequel les gens vont se placer et qui vont véhiculer une image, une histoire, et on va pousser un peu plus loin. Même dans les décors, même pour les soirées, vous savez que les gens vont se prendre en photo entre eux, vont se prendre dans des éléments de décor, donc vous allez toujours créer des petits endroits typiquement où les gens vont pouvoir s'installer et subitement faire des photos. Je vois, il y a une dernière soirée qu'on a fait pour Valentino, on avait repris un lit des frères Campana avec des... Bon, voilà, et subitement tout le monde s'est pris parce que le lit a fait sourire tout le monde, et voilà. Donc tout le monde s'est photographié et tout le monde en instant hop, a posté sa photo sur Instagram. Voilà. Après, Instagram sur les défilés, c'est plus compliqué pour nous de réfléchir où avant le défilé était extrêmement frontal, photographe, caméra, dans un axe. Maintenant, voilà, tout le monde autour d'un défilé, tout le monde est susceptible de prendre des photos. Donc, globalement, on était sur un axe frontal. Maintenant, on nous demande de réfléchir les lieux presque en 360 degrés. C'est-à-dire que toute personne qui va être dans la salle puisse prendre une photo et qu'elle soit immédiatement identifiable par certains codes. Très facile pour certaines marques qui ont des vêtements où les codes sont très très forts, plus compliqué pour d'autres où les vêtements c'est plus... voilà, il faut vraiment être spécialiste. Je ne vous demanderai pas de citer de nom. Non, il faut vraiment être spécialiste pour reconnaître. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des codes dans cette image que les gens vont immédiatement identifier pour le... Alors oui, nous, ça nous demande un travail pour certaines marques qui ont les moyens de dépenser, parce que subitement faire un environnement à 360 degrés, vous imaginez bien que ce n'est pas le même budget qu'un Runway avec un fond de scène. Donc certaines peuvent le faire, d'autres c'est plus compliqué. Voilà, donc ça c'est une chose maintenant qu'on nous demande d'intégrer. Jusqu'à des mises en scène totalement grandioses. Je vais citer Chanel, comme vous ne le faites pas, ça vous permettra d'être libre par rapport à ça. Chanel qui fait, vous l'avez certainement vu. Chanel, ils ont le double avantage, c'est que globalement les vêtements sont excessivement reconnaissables immédiatement. C'est déjà quelque chose de très bien. Et oui, on met un environnement qui est l'environnement de la saison. Ça, c'est clairement... l'aéroport, le grand magasin. Tout le monde a vu ici, tout le monde a vu, oui, l'aéroport, le grand magasin, là, l'épicerie, oui, tout le monde a vu au moins un décor Chanel. Ça fait partie, justement, pour Instagram et pour tous les réseaux sociaux, pour véhiculer une image. C'est-à-dire que même maintenant, si vous regardez bien les décors, vous pouvez les retrouver avant l'ouverture de défilé sur certains sites internet. On va parler du Vogue.com ou le Vogue.fr, voilà, qui sont des sites très sur le sujet. Et le décor va être présenté avant même que le public l'ait vu. À l'inverse, nous, on a certaines maisons, justement, pour qu'il n'y ait pas du tout d'images qui soient divulguées avant. Quand les gens arrivent en backstage, on prend les téléphones, on les met dans des pochettes, où là, personne ne peut prendre aucune photo et justement les envoyer. Voilà, chaque marque décide de communiquer comme elle veut là-dessus. Ils ont le droit de faire. Dernière question. Instagram révolutionne même la visibilité donnée au défilé. Ouais, je vais donner quelques chiffres parce que je les ai eus. C'est assez impressionnant d'ailleurs. C'est étonnant. C'est étonnant. Et après, on s'interrogera pourquoi.
Sur la Fashion Week de New York, globalement, on compte 26 millions de personnes voilà, qui ont des comptes, qui ont diffusé, et ça fait une viralité à peu près de 200 millions d'interactions sur Instagram. 26 millions, c'est pas beaucoup. Par an, lié à l'ensemble des Fashion Week Sur une semaine. Sur la semaine de la Fashion Week de New York. Bon, bah, ceux qui ont gagné, j'en suis content parce que c'est nous qui l'avons produit, c'est le défilé Givenchy, qui était un défilé anniversaire. Ils ont gagné. Donc, plus d'interactions sur Instagram. Oui, après je vais... Toute Fashion Week confondue, c'est-à-dire Paris, New York, Milan et Londres. Milan. Ceux qui ont gagné, c'est Balmain. Ouais, voilà. Balmain pour Paris, Givenchy derrière, Dior, Chanel, Diane de Furstenberg, Polo, Burberry, Coach, Kanye West, Jeremy Scott. Où sont les Dior, les Saint-Laurent Ah si, Dior il est dedans. Saint-Laurent n'y est pas. Voilà, ça c'est les 10 meilleurs. Et tout ça pour 44 millions de comptes, pour 360 millions d'interactions. Donc c'est les 10 meilleures caisses de résonance digitales des marques de luxe qui font un défilé. Voilà, vous pouvez poser la question. Vous dites, pourquoi Balmain, Givenchy, vous dites oui, au gros défilé, New York, en extérieur, 11 septembre, bon. Puis vous dites Balmain, vous dites... puis vous commencez à réfléchir et vous dites, ok, 44 millions de personnes qui parlent de la mode, ça fait beaucoup quand même. Puis là, vous vous dites, OK, qui y avait à ce défilé? Puis subitement, vous vous dites, OK, Givenchy, Kanye West, Kim Kardashian, Balmain, Kendall Jenner. OK, c'est bon. Voilà, maintenant, Instagram, ça va être compliqué pour les marques de luxe. C'est-à-dire que subitement, vous associez le nom de personnages qui sont ce qu'ils sont, hein, je ne porte pas de jugement, mais via ces marques de luxe. Enfin, il y a un décalage entre les... Et c'est ça qui a créé la viralité, vraiment, de ces défilés sur l'Instagram. Et là, vous vous dites... on va avoir un souci à un moment donné. On va se projeter tout à l'heure un petit peu. Merci Romuald de cette première approche, un peu longue mais c'est pas très grave. Lucie. Alors Lucie, vous avez une offre luxe. Alors présentez-nous un petit peu Evanella. Et d'ailleurs il y a un petit PowerPoint sur Evanella que tu peux Lucie diriger avec. Tu as juste en face de toi, tu vas les voir apparaître. D'accord, merci. Donc, écoutez, moi je suis la fondatrice effectivement d'Evanella, qui est une agence spécialisée dans la création de moments rares avec les métiers d'art, du luxe et du patrimoine français. Donc, nous, on va vraiment parler savoir-faire, expérience, création de moments d'exception autour de ces savoir-faire du luxe et du patrimoine. Alors, donc toi, tu as une offre luxe, c'est-à-dire ta proposition, ton offre, elle est vraiment une offre luxe, mais tu t'adresses à tout le monde. Donc ça veut dire que beaucoup veulent se saisir de l'univers du luxe, des codes événementiels du luxe. Est-ce que tu es ouvert à tout type de marques qui veulent tout d'un coup se créer un moment rare? Alors je pense que c'est Romuald, il y a un instant, qui disait que le luxe n'est absolument pas démocratique. Je le rejoins évidemment sur ce sujet. On est ouvert à tout le monde sans évidemment l'être. On est ouvert aux entreprises, aux professionnels du secteur du luxe aussi, qui partagent les valeurs du luxe, et évidemment pas aux entreprises qui voudraient uniquement se parer des atours du luxe sans qu'il y ait là de la cohérence. Comment tu fais la distinction ? La distinction, de toute façon, nous on travaille uniquement sur mesure. La distinction, elle est dans l'échange avec le client, dans la discussion au moment du brief. Et quoi qu'il en soit, étant donné notre positionnement, nous ne sommes généralement contactés que par, si ce ne sont pas des maisons de luxe, ce sont de grandes banques ou de grandes sociétés d'assurance qui souhaitent fidéliser leurs top clients ou leur top management, par exemple. Oui, donc il y a toujours une connexion avec des gens... d'un certain niveau social, si on peut dire. C'est ça. On va travailler avec des clients du secteur du luxe ou des clients haut de gamme. Ok. Alors, est-ce que toi, tu as vu la demande, même si tu es une entreprise très jeune, 2 ans, je crois, 2 ans 3 ans. 3 ans. Est-ce que tu as vu déjà une évolution des demandes ? On a vu une évolution des demandes, et puis c'est surtout qu'on suit le secteur depuis longtemps et que donc les évolutions, on les perçoit, et c'est aussi pour ces raisons que j'ai créé Evanella il y a maintenant 3 ans. C'est que évidemment les grands événements, les événements d'envergure continuent d'exister parce qu'ils sont grands et parce qu'ils doivent cibler un public
évidemment large d'exister sur des thématiques assez généralistes. Mais la tendance que nous, on perçoit, c'est d'une part la recherche d'authenticité et puis d'autre part la volonté des marques, des maisons de luxe et des entreprises en général d'aller vers un ciblage de plus en plus précis du public. Et ce ciblage passe par la réalisation beaucoup d'événements que nous, on va appeler confidentiels, pour un plus petit nombre de personnes, beaucoup plus travaillés, beaucoup plus ciblés. Donc on est dans de exclusivité, dans ces mots de sur-mesure, à outrance, quoi. Oui. Alors, pas à outrance. Moi, je pense qu'il est juste et qu'il est parfaitement ciblé. Mais on va aller, vers ce type d'événement-là. Alors, tu as quelques exemples à nous citer de problématiques. Donc, est-ce que tu peux nous raconter, dans ce que tu nous as sélectionné, la problématique de ton client et la manière dont tu y as répondu et avec quel type de métier d'art? Alors effectivement, on est généralement amené, nous, à répondre à différents types de problématiques. Là, j'ai illustré très rapidement. Donc, les métiers d'art, c'est vrai que je n'ai pas introduit les métiers d'art dans ma présentation. C'est de ma faute. Les métiers d'art, ce sont vraiment les métiers en lien avec l'artisanat d'art d'excellence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille avec des partenaires créateurs et artisans d'art des domaines de la mode, de la haute couture, de la haute joaillerie, de la décoration et aussi de la conservation et restauration du patrimoine. Donc, vous êtes ici au cœur de l'atelier d'un doreur qui travaille, qui par exemple fait la réalisation de grands showrooms pour des maisons de luxe, mais travaille aussi dans la restauration pour le patrimoine. Là, l'illustration qu'on a là, c'est une soirée organisée pour 15 top managers d'une grande entreprise au sein de son atelier, avec donc des échanges, des découvertes de savoir-faire, de l'initiation aussi, pourquoi pas, pour ceux qui le souhaitaient, au savoir-faire de l'atelier. On a ici des dégustations qu'on a organisées de caviar au sein de l'atelier d'un tailleur de cristal. De la même façon, cette fois pour le management de grands hôtels. L'idée, c'est toujours de sortir un petit peu des sentiers battus, d'aller vers l'authenticité, d'aller vers les savoir-faire que représentent ces métiers d'art français. Qu'est-ce qu'ils ont comme témoignage à apporter, ces artisans d'art? Qu'est-ce qu'un artisan d'art peut dire à un directeur d'hôtel, même si c'est un hôtel de luxe? Alors là, on est justement dans ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, le partage des valeurs. C'est-à-dire que les valeurs qui sont partagées entre les métiers d'art, le luxe et les clients qui font appel à nos services, c'est, je pense, en premier lieu, la recherche de l'excellence. Le temps passé à la création, le juste temps passé à la création, et puis évidemment cette qualité d'avoir un service, une écoute de la demande sur mesure et une production en totale adéquation avec cette demande. Et généralement, le cadre hors du commun des ateliers associés à des échanges autour de ces valeurs crée des discussions et des partages extrêmement riches et très très authentiques. Alors moi, j'ai l'image d'un artisan d'art un peu bourru, concentré sur son expertise ou sur son savoir-faire. Là, ça nécessite quand même d'avoir une sélection de personnes qui sont réceptives au monde entre guillemets, au grand capital, puisque c'est un peu le grand capital qui vient chez eux. Comment aussi on arrive à tisser des passerelles entre l'art manuel et historique d'un artisan et les milliards d'une banque ou d'une assurance, d'un assureur? Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement certains artisans d'art, on va dire, sont naturels plutôt que bourrus. Mais de toute façon, les artisans d'art qui sont ceux du luxe et du patrimoine sont très, très habitués à travailler avec une clientèle du luxe. Donc, en maîtrise et les exigences et les codes. Et il est vrai que nous, chez Evanella, évidemment, on a un travail de sélection de ces partenaires et de validation de leur capacité à être à la fois pédagogue et à la fois un interlocuteur intéressant pour le visiteur, pour le client. En gros, ils parlent comme, quoi. Ils savent parler comme. Ils parlent, j'ai envie de dire non, ils parlent surtout pas comme. D'accord. Parce que ils parlent vrai. Ils parlent vrai. Ils peuvent parfois dire des choses qui vont être
voilà, des grandes vérités, peut-être parfois un petit peu dérangeantes, j'en sais rien. En tout cas, nous, on a toujours eu de très bons échos. Mais ils vont parler de leur vérité. Et je pense que ce qui réunit tous les artisans d'art, mais comme beaucoup de gens du secteur du luxe, c'est la passion. Et c'est cette passion qui fait que ces gens se retrouvent, que ce soit ceux qui sont plutôt backstage dans les coulisses, que ceux qui sont devant au sein des grandes maisons. Intéressant, merci de cette première explication. Vous allez certainement revenir avec d'autres sur les thèmes un peu transversaux tout de suite. Marc Rocagel, Maison Option, très connu, enfin vous êtes un acteur connu et reconnu du monde de l'événement. Je crois que là aussi il y a un deuxième PowerPoint de présentation. Est-ce que vous pouvez aussi diriger tout à l'heure quand la première image va apparaître, c'est vous qui pourrez prendre voilà. Alors, présentez-nous un peu Option qu'on croise depuis le début d'Event, d'ailleurs, avec des stands plus beaux les uns que les autres. Alors, Option, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une maison qui a été créée il y a un peu plus de 35 ans maintenant, qui, sur les événements, peut faire deux choses, peut à la fois mettre à disposition du matériel, donc ça peut être du mobilier, les chaises sur lesquelles vous êtes assis sont effectivement du matériel Option, pour donner cet exemple, qui n'est pas dans le luxe, il est vrai. Donc soit du mobilier, soit de l'art de la table. Et deuxième activité qui est dans la décoration, à savoir qu'on va dessiner, on va fabriquer, on va installer des décors donc pour des événements. Alors, de votre tour d'observateur, oui. Comment vous avez vu évoluer, vous aussi, la demande des entreprises du luxe? Parce que vous faites beaucoup de veille pour eux, vous allez chercher aussi du mobilier, de l'art de la table un peu innovant. Donc comment vous avez vu évoluer cette demande? C'est vrai qu'il faut être prêt, Et j'ai quelques illustrations à vous montrer. La première tendance, c'est le développement du sur-mesure. Le sur-mesure, en clair, pour un professionnel qui fait le métier qui est le nôtre, c'est tout sauf pour un client de prendre un catalogue et de choisir parmi les 4000 produits qu'on a aujourd'hui tel ou tel art de la table, tel ou tel mobilier. C'est tout le contraire, c'est à l'image de cet événement que l'on a fait à Genève pour 300 personnes, où on a fait un sourcing spécifique des accessoires de décoration à Marrakech, d'accord ? Et en interaction, je dirais, permanente presque avec le client, où on a fait des confections spécifiques de nappage, de housses de chaises. Il y a même un artiste peintre qui est venu créer des trompe-l'œil et des illustrations pour habiller la structure. Donc c'est vraiment le sur-mesure dans son meilleur exemple que l'on peut donner, mais il n'est pas unique. Il n'est pas unique et on le voit se développer en l'occurrence. C'était une entreprise luxe, là, de luxe qui fait partie... Là, c'était pas une entreprise luxe, mais c'était quelqu'un dans l'environnement du luxe, oui. D'accord. Donc objectif, créer un événement extraordinaire, donc qui sort de l'ordinaire. Absolument. Et que les gens puissent... la recherche de l'effet waouh, comme on dit. C'est l'effet waouh, et ils veulent vraiment surtout quelque chose que les autres ne vont pas avoir. Si vous n'avez pas le produit... effectivement, qui est très différenciant, qui fait que lorsque les invités vont venir, ils vont dire « mais où est-ce que tu as trouvé ça? C'est absolument exceptionnel ». Il faut vraiment créer un événement exceptionnel, en ce qui nous concerne, pour l'exemple qui est donné là, également avec un art de la table ou avec du mobilier. Autre exemple, autre tendance forte illustrée par un exemple? L'autre tendance, c'est peut-être celle qui est la plus proche de ce que l'on voit évoluer sur les derniers mois, c'est la demande de produits d'exception. C'est-à-dire que non seulement on veut, par exemple, sur un repas, une très belle assiette, mais on va vouloir une assiette signée. Voilà. On veut signer par, soit c'est une grande marque, soit c'est signé effectivement par un grand designer. L'exemple que vous avez là, c'est une réception qui a eu lieu donc aux Invalides. Et les assiettes qui ont été utilisées sont des assiettes Christian Lacroix. Que si vous avez le temps d'aller sur notre stand, vous les verrez. Il y a une mise en scène très proche. Voilà, c'est du vermeil, c'est du verre de Murano. Donc c'est le produit d'exception. C'est vraiment le produit d'exception que l'on va rechercher. Mais là quand vous avez ça en stock, donc comment vous faites pour faire le grand écart entre rechercher le produit d'exception qui risque de ne servir qu'une fois parce que mes clients veulent une exclusivité totale,
et derrière, d'être un grand loueur capable de répondre à des grandes demandes de produits courants. Comment on fait ce grand écart-là? Alors ce produit d'exception, on l'a en stock ou on ne l'a pas en stock, hein. C'est-à-dire qu'il y a des réceptions également où on peut très bien, à l'extrême, hein, ça s'est déjà passé, créer, designer l'assiette et la faire fabriquer, rien que pour l'événement. Ce sont des choses qui se passent aujourd'hui, hein, d'accord? Donc, mais effectivement, vous avez en partie raison, puisque là, en l'occurrence, parmi les innovations que l'on propose cette année, on a décidé de créer un catalogue premium avec que des assiettes signées, que des assiettes d'exception. Enfin, je dis assiette, c'est un art de la table au sens large du terme. Voilà. Ça, c'est très nouveau. Et c'est, vous avez raison, le symbole vraiment d'un grand écart. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien fournir des assiettes, des chaises toutes simples, hein, okay, pour un événement. Mais à côté de ça, on va être sur des événements dans lesquels, je dirais pas que le budget ne compte pas, mais c'est presque ça. Hein. Si vous avez le bon produit, que le client souhaite, le prix viendra derrière. Donc non seulement il faut avoir du stock, mais il faut avoir aussi une connaissance et une expertise de l'ensemble de ces créations de l'art de la table ou du nappage, etc., qui vous permettent d'aller chercher le bon fournisseur en fonction de la bonne demande. C'est une veille permanente. C'est des cabinets de tendance également qui vont nous aider à déceler, on va dire, les signaux, tout simplement pour être prêt, parce que derrière ça, il y a un cycle pour tout simplement être prêt au moment voulu. Donc c'est vrai que notre organisation au niveau du design, mais également au niveau, par exemple, du sourcing, a beaucoup évolué ces dernières années parce qu'il faut beaucoup de réactivité et on est très très loin de ce que pouvait être notre métier il y a, je ne sais pas, 10 ou 20 ans, où une même assiette pouvait rester et être proposée pendant des dizaines d'années. Ça arrive toujours, mais maintenant il y a une autre catégorie de produits dans lesquels on est plus dans l'éphémère, on est plus dans l'exception et voilà, c'est ça la grosse tendance récente. Autre tendance, je crois que vous en avez une troisième, non? Si mes souvenirs sont bons. Ben voilà. La troisième tendance, elle est plus liée à des éléments de décoration que l'on va nous demander. On pourrait qualifier de déco discrète et élégante. C'est-à-dire que ce que l'on remarque, c'est qu'on veut que la décoration soit à la fois bien sûr bien présente, ça va de soi, mais il faut aussi qu'elle puisse s'effacer devant un événement, devant un podium par exemple, pour mieux valoriser les produits. L'exemple que vous avez là, c'est une réception qui a eu lieu dans le sud de la France. L'élément original, c'est que le client a souhaité, en l'occurrence, le faire dans une très très belle propriété et non pas prendre un lieu conventionnel. Ça, c'est aussi quelque chose de particulier. Et vous avez donc une tente cristal, vous avez des lustres cristal également, tout ça pour accentuer l'effet de transparence. Ça aussi, on l'a remarqué que c'était à plusieurs reprises, ce sont des décorations qu'on a pu nous demander. Alors vous faites avec ça une transition avec notre premier thème, et on va s'arrêter là si vous le voulez bien sur les exemples. C'est que justement, discrétion et élégance, et je redonne la parole à Jean-Philippe, on a souvent l'image d'un luxe ostentatoire. Est-ce que là, on n'est pas sur un changement, c'est-à-dire que vraiment un retour, j'ai vu des questions passer, un retour à l'insimplicité, à la discrétion, à l'authenticité. Est-ce que tu remarques ça dans ce qu'on te demande? Oui, c'est vrai, et ça va avec une évolution en fait de l'image et du message que passaient les marques de luxe. Quand il y a eu l'époque du porno chic, c'était ça, et c'était les Gucci à fond, les Versace à fond, et ainsi de suite. Et il y avait que ça qui comptait. Quoi, du porno chic? Porno chic. Ah. Ouais. Et aujourd'hui, on est sur un luxe peut-être un petit peu plus humble, quelque chose de plus discret, mais beaucoup plus authentique et encore beaucoup plus haut de gamme. Alors, humilité et luxe, moi j'ai du mal à faire là encore le grand écart. Je crois que c'est un partage de valeurs. En fait, quand on parle d'humilité, ça veut dire qu'aujourd'hui, on va les remettre en avant, ce qu'on disait tout à l'heure, les grandes valeurs du luxe que sont le savoir-faire. On ne va pas les exposer. Je disais tout à l'heure qu'il y avait une différence aujourd'hui dans l'expression et dans le sentiment. On va demander aux équipes qui travaillent dans les agences aujourd'hui d'amener de manière peut-être plus juste, plus humble. Je ne sais pas comment te traduire, trouver un synonyme de ça. Le message et les codes qu'on veut faire passer. Justement, parlons équipe. Ouais. Quand on s'adresse, et je pose la même question à Romuald après, quand on s'adresse à des entreprises du luxe, est-ce que votre équipe, les profils
qui fondent votre équipe aujourd'hui sont spécifiques. Mm. Est-ce que tout le monde peut accompagner des entreprises du luxe, ou est-ce que vous avez dans vos ressources humaines une rigueur dans l'embauche et dans l'accompagnement? Enfin, expliquez-moi un petit peu ce qui... Ouais, Parce que on voit, alors, il y a beaucoup de jeunes, etc. Il y a le luxe aussi. Travailler dans les maisons de luxe, ça fait rêver. Travailler pour des agences qui travaillent dans le luxe, ça fait encore plus rêver. Voilà. Et est-ce que vous, qu'est-ce que vous recherchez comme type de profil? Les hommes et les femmes, enfin les talents qui vont composer une agence, il y a une sélection qui est vraiment drastique. Il n'y a aucun propos discriminatoire dans ce que je vais dire, mais effectivement, il y a des profils qui nous correspondent beaucoup plus et qui sont la plupart du temps basés sur une première chose qui est l'éducation. C'est un peu vieux jeu de dire ça, mais je vous promets que c'est essentiel, quoi. Quand on est devant certains clients et qu'on va leur parler, aller dire qu'on va les manger, ça ne se dit pas. On déjeune ou on dîne, mais on ne mange pas. Ça fait sourire certains et c'est une bonne chose, mais je vous promets que c'est quelque chose de très très vrai, surtout pour ceux qui sortent d'école et qui veulent rentrer, parce que l'événementiel et surtout dans le luxe ça fait rêver, parce que ça va être des cocktails, des soirées, des défilés, des choses incroyables, et qu'on va être avec une coupe de champagne 24 heures sur 24. C'est pas tout à fait vrai. On est au service des maisons et ça demande pour cela d'avoir des qualités de rigueur d'abord, donc une autre qualité aussi qui est aujourd'hui pour moi une des plus importantes, c'est effectivement l'éducation. Savoir se tenir, savoir recevoir et surtout la diplomatie. Alors ça veut dire quoi? Je vais aller encore être pas forcément très... Ça veut dire qu'il faut être bien né pour être embauché chez ProFirst? Je ne sais pas répondre à ta question, à l'enfer. C'est pas bien né. Ça veut dire que oui, les profils qu'on cherche d'abord, c'est les profils qu'on a identifiés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais que les prochains qui viendront chez moi ou que j'aimerais avoir chez moi, soit je les ai vus chez mes petits camarades, soit on les a repérés dans des écoles parce qu'on a des chasseurs de tête et des personnes qui travaillent pour nous. C'est très rare, je vais être hyper franc, ça n'est jamais arrivé que, je suis désolé s'il y en a qui veulent le faire, mais qu'on me donne un CV et que je prenne la personne. Aujourd'hui, alors chez nous, on a une méthode un petit peu particulière de recrutement. D'abord, on identifie les personnes. Ensuite, moi, je les reçois. J'en fais une première sélection de 4, 5. Elle passe ensuite chez le chasseur de tête, qui lui en détermine 2-3, qui peut correspondre à un profil capable de travailler avec l'ensemble des profils qu'on a déjà dans l'agence. Et ensuite, une fois qu'on a plus que 2 ou 3 candidats sélectionnés, il rencontre la totalité de l'agence, depuis la personne qui s'occupe du standard jusqu'au VP et directeur de clientèle, juste parce que cette personne va être amenée à la fois à diriger ou à être dirigée, et que je veux être sûr que dans l'ambiance générale, qui est la chose la plus importante dans une agence, ce soit quelque chose qui fonctionne. Compliqué donc. Quand on travaille avec des maisons de luxe, très compliqué, mais c'est tout ce qui va faire l'excellence de l'agence demain et de pouvoir les servir à un niveau exceptionnel. Romuald, est-ce que la mode en image, on est bien né quand on fait partie de la mode en image et qu'est-ce que vous privilégiez dans les gens qui travaillent avec vous quant à leur capacité à pouvoir négocier avec une maison de luxe? Bon, bien né, non. Ouais, je suis là pour... je suis l'avocat du diable. Après, c'est très particulier la mode en image. On traite très souvent de secte, mais bon, voilà. Les gens qui sont là sont plus là depuis très très longtemps, franchement. Bon, voilà, moi, ça fait plus de 30 ans. Les principaux collaborateurs sont là depuis plus de 20 ans. Donc on est dans un esprit de marque. C'est pour ça qu'à un moment donné, on rejoint aussi ces maisons de couture, ces maisons de mode, ces maisons de luxe. C'est-à-dire qu'il y a un esprit, il y a quelque chose qu'on a essayé de mettre en place. Quand on recrute, qu'est-ce qu'on cherche? Bon, déjà, il y a la foi. Il faut avoir envie. Il faut avoir envie de passer les mains quand même dans le cambouis les 3 quarts du temps, il ne faut pas croire. La curiosité, des gens qui soient curieux, qui ont envie de chercher, qui veulent voir. La culture, ça, on est quand même face à des gens, nous, à longueur de temps, qui sont des gens, globalement, on va dire, très cultivés. Et quand, dans une réunion, on vous balance un nom d'un artiste, même s'il est obsolète, s'il a 40 ans, il ne faut pas dire « Ah, c'est qui ?» Non, bon, ok, vous le notez, si vous ne savez pas, vous cherchez après, mais voilà, il y a cette curiosité, on a tout le temps, après, voilà, il faut voyager, il faut regarder, oui, il y a des parcours obligés, il faut se faire la Biennale de Venise, il faut se faire la FIAC, il faut faire Basel, et voilà, après, il y a une caravane qui se balade et il faut la suivre. Non, les gens,
Nous, Non, mais ce que j'entends profil. quand même si les profils sont différents et les expressions sont différentes, ça veut dire que c'est pas n'importe qui, quoi. Quand on a un positionnement luxe comme le vôtre, Vous êtes face à des gens qui sont les plus exigeants, mais ce qui veut dire aussi les plus capricieux, qui demandent tout de suite, immédiatement. Les créateurs sont quand même des personnages, surtout dans ces quelques années qui viennent se passer, devenus des personnages publics en plus, où il y a un stress, quelque chose où ils remettent leur vie en jeu à chaque fois, donc on doit les accompagner, donc on doit savoir gérer aussi ce stress, et gérer le stress d'une maison. Quand le défilé est quand même le moment le plus important de l'année, voilà, il faut qu'on soit là pour les accompagner et que tout ça se passe dans le calme. Donc garder effectivement tête froide le plus longtemps possible. alors on va revenir justement, c'est la suite logique, c'est comment on travaille aujourd'hui avec des créateurs, c'est la question que je vous poserai tout à l'heure, mais sur le même sujet, dans les équipes d'Evanella, on fait attention aussi au recrutement et enfin voilà, est-ce que, encore une fois, ce secteur du luxe exige dans vos agences et dans vos entreprises, je vous poserai la même question Marc tout à l'heure, des profils particuliers? Oui. Oui, moi je suis évidemment infiniment d'accord avec l'aspect, on l'appelle comme on veut, éducation, culture. Il faut avoir une culture du luxe, effectivement, nos clients sont les plus exigeants. Et en face de l'exigence, il faut avoir des personnes qui ont les mêmes codes, d'une part. Et je pense ensuite qu'il y a un autre élément qui est très très important, c'est l'investissement humain. Je pense qu'il faut avoir quelque part, sans exagération, quelque chose de naturel pour le don de soi, entre guillemets. Il faut être tellement dans la relation humaine, et notamment quand on est dans des situations de travailler par exemple avec, entre guillemets, des VIP, le client attend beaucoup plus qu'une relation commerciale, il attend une véritable relation humaine, et il faut avoir cette envie naturelle de s'investir dans cette relation humaine pour que ça fonctionne. Et si naturellement on n'a pas ça, je pense que ça ne prend pas. Voilà. Est-ce que Marc, vous avez vous aussi des équipes dédiées à ce marché? Absolument, absolument. On travaille avec tout type de clients, j'ai dû le dire tout à l'heure. Et assurément, ça demande, par exemple, au niveau des équipes commerciales, mais également au niveau des équipes techniques, ça demande une approche, un profil totalement différent, et on effectue les recrutements en fonction de ça. Notamment en ce qui concerne le luxe, ce qui est important, c'est qu'ils comprennent, qu'on puisse bien comprendre les codes du luxe, d'accord, qu'on puisse parler le même langage, bien comprendre en l'occurrence les besoins exprimés, ils sont tout à fait spécifiques. Tout à l'heure, on parlait effectivement de patience. C'est vrai que c'est une clientèle extrêmement exigeante. Tous les profils n'ont pas la patience suffisante, je dirais, pour notamment parer à des imprévus de dernière minute et pouvoir y réagir d'une façon très rapide. La réactivité est extrêmement importante. Bon, c'est une des valeurs clés, il faut le savoir, de la maison option, mais alors peut-être particulièrement pour le secteur du luxe. Voilà. Si on ne l'a pas, je crois qu'il faut aller chercher d'autres clients, quoi, très clairement. Bon, donc spécificité quand même, après les raisons et les profils peuvent varier d'une équipe à l'autre, mais quand même une recherche très spécifique. D'un point de vue, toujours dans l'évolution, face à la demande des maisons de luxe qui changent, comment on fait? Parce que c'est vrai que ces maisons de luxe, on a parlé journaliste tout à l'heure, on a parlé blogueur et aussi on parle client. Comment fait-on pour être créatif quand on s'adresse à un type de pop, quand vos clients, Marc, s'adressent à eux-mêmes, à des cibles ou à des publics, pardon, j'aime pas le mot cible, à des publics qui sont exigeants eux-mêmes et qui ont tout vu déjà. Voilà, c'est quoi voilà, comment on fait, quoi? Zut, à la fin. Évidemment. Donnez-nous un peu de vos secrets. Non, il n'y en a pas. D'abord, la première chose, c'est un peu bête de dire ça, mais je vous promets que c'est des choses qui viennent d'abord du cœur. Donc il faut aujourd'hui mettre la même attention dans les toutes petites choses que dans les grandes. Et c'est quand on fait bien et qu'on a les petites choses et qu'on a un sens du détail qui est poussé à l'extrême qu'on arrive déjà à faire des
très beaux événements luxe. Alors après, il y a la créativité. Alors la créativité, selon les agences, selon les profils justement des personnes qui la composent, elle est totalement différente. Certains, ce sera une créativité qui se fait par assimilation ou par mélange, donc ils travaillent avec des mood boards, avec des choses dingues. D'autres, c'est avec les images. Avec des quoi, des mood boards. Donc quoi, on ça assemble différentes images. Je ne sais pas, par exemple, voilà, si là on est pour imager quelque chose de très urbain, on va prendre la photo qui est derrière vous. Bah, désolé, maintenant c'est Goldorak, donc ce sera un peu différent. Mais, et on va mixer ces images pour donner un ton, pour donner aujourd'hui une perception de quelque chose qu'on va vouloir atteindre. Et ensuite, on va en faire des croquis, on va faire des dessins, des 3D, et c'est tout ça qu'on va aller vendre aux clients. Donc après, la créativité, elle est aussi forte elle est très spécifique selon les agences. Chez certains, il y a des directeurs artistiques, il y a des directeurs créatifs, donc c'est les papes. C'est eux qui ont raison et qui détiennent. Dans d'autres agences, c'est plutôt le cas chez nous par exemple, il n'y en a pas. Il n'y a pas de direction artistique, il n'y a pas de directeur créatif. Il y a un mix de personnes qui sont remplies de plein de bonne volonté, de plein de bonnes idées, qui travaillent ensemble, qui mettent tout sur la table. Et de ça après, des directeurs de clientèle ou des VP ressortent les idées maîtresses, créent la scénographie, le décor, essayent de faire passer le message. Et c'est ça qu'on va défendre. Et en tout cas, c'est avec ça qu'on gagne aujourd'hui. Romuald, Pardon, excusez-moi. comment séduit-on aujourd'hui journalistes, clients, donc de vos clients, les publics de vos clients? Attention, sur les défilés de mode, nous, on n'existe pas. On a un créateur il n'y a que lui qui existe. La cuisine, ce qui se passe derrière, les gens, ils ne sont pas censés le savoir. Bon, en même temps, oui, on est là parce qu'il faut bien les accompagner. Bon, après, nous, on a tous les cas de figure. Vous avez des créateurs qui vont vous faire un brief extrêmement précis de quoi, comment, où. On a d'autres, vous avez une photocopie d'une vague photo prise dans un livre, et voilà. Globalement, débrouillez-vous. Des merdons ziziches. Et voilà, et à nous de travailler là-dessus et de pouvoir présenter quelque chose qui soit... Nous, il y a un travail très particulier, on parlait de direction artistique, effectivement c'est un travail qu'on nous demande de plus en plus sur les marques. Après, nous, il y a cette particularité, c'est qu'on doit jumper de marques qui sont tellement différentes. Si vous êtes chez Adine Alaya, chez un Vuitton, chez un Givenchy ou je ne sais pas, Heider Ackermann, déjà vous êtes travaillé dans des budgets totalement différents et dans des univers qui n'ont rien à voir. Donc, mais ça, c'est un exercice qui est, je sais, assez difficile au départ pour quand les gens débarquent parce que... Non, ce qui marche pour l'un ne marche pas pour l'autre. Ce qui esthétiquement peut fonctionner pour l'un ne fonctionne plus. Tel type de matériaux qui vont être utilisés, vous ne pouvez pas le faire pour telle marque. Donc voilà, ça c'est une culture qu'on apprend, une culture de marque qu'on apprend au fur et à mesure. Mais qui nous demande de jumper à longueur de temps d'un univers à un autre. Et tout ça dans 1 heure. C'est pas... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous épuisez vos créatifs Non, c'est une gymnastique auquel on est tous... Je le dis, on est tous là depuis, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, depuis très longtemps. Et on est habitués. Pour nous, c'est une façon de respirer. C'est comme ça. Ça ne fonctionne pas autrement. Ça accentue encore l'idée de profil très spécifique dans vos agences. Oui, parce que les défilés de mode est quand même un métier très, très particulier. Et on est peu, on est vraiment très, très peu comme agence. Et c'est vraiment un métier qu'il a fallu créer. On va le dire comme ça, parce que globalement, les agences d'événementiel spécialisées en défilés de mode, même si la mode en image existe depuis très longtemps, mais elle s'est vraiment professionnalisée au cours des années 90, quand ce milieu s'est industrialisé, où il a fallu professionnaliser quasiment tous les corps de métier. Justement, est-ce que vous pensez qu'il y a de la même manière qu'il y a une exception culturelle française, il y a une exception événementielle française quant au luxe? Lié à la mode, c'est évident. Il y a quelque chose en plus qui n'est pas ailleurs, peut-être, c'est... le cœur, l'émotion, quelque chose de très... Donc il y a un vrai French feeling, une vraie French touch. Oui, mais qui vient des créateurs, c'est-à-dire les marques, les créateurs. La création est mise avant tout en avant, voilà. Et que de ça découlent beaucoup de choses qui viennent effectivement du cœur, de l'envie. On suit des histoires, ils nous emmènent quelquefois dans des histoires totalement dingues, voire dangereuses. Dire qu'il faut pas, on va pas se lancer de fleurs, mais quelquefois il faut pas avoir peur. Voilà, il faut se dire, ok, ils nous demandent ça, jamais fait, on ne sait pas, mais on y va. C'est comme ça qu'on fait avancer, et qu'on fait avancer tous les corps de métier. Il y en a beaucoup qui sont là dans ce salon, et on parle de savoir-faire de luxe, mais voilà, je ne vais pas lancer des fleurs. Il y a certains prestataires qui sont sur ce salon qu'on devrait savoir-faire. Et que ça, c'est une chose en France qu'on a un peu tendance à oublier, c'est qu'il y a un savoir-faire qu'on ne trouve pas partout dans le monde. Très clairement, vous avez des gens en termes de, même si les Américains et les Anglais peuvent être très doués en vidéo, mais la bidouille, ils ne savent pas faire, de la machinerie, ils ne savent pas faire, de la tapisserie, ils ne savent pas faire. Il y a des corps de métier en France
parce qu'on a encore quelque chose de très vivant dans l'événementiel, le cinéma, le théâtre. On a quelque chose de très, très large là-dessus, qui fait que vous avez encore des métiers qui existent, qui n'existent pas ou plus à l'étranger. Et que voilà, c'est important. Même pour nous, ils ne sont pas là, on n'y arrive pas. Lucie, j'imagine que là, ça met un peu de votre baume au cœur, parce qu'effectivement, vous mettez en avant cette exception française. Oui, alors nous, il y a deux choses. Hein. La première, c'est que, étant donné qu'on est positionné vraiment sur un segment très niche, qui est celui des métiers d'art, même s'il y a extraordinairement de diversité dans ce secteur des métiers d'art, si on parle déjà juste de la haute couture, on peut parler évidemment des ateliers de haute couture, mais on va parler de la plumasserie, de la broderie, de la dentelle, des métiers du cuir. Enfin, c'est juste dans ce secteur. Et puis alors le secteur de la décoration, je vous en parle même pas. On parlait des tapissiers, on a les tailleurs de cristal, les ébénistes, la marqueterie de paille. C'est extrêmement varié. Donc, sur le premier point, nos clients effectivement nous contactent parce qu'ils savent qu'avec nous, étant donné qu'on est vraiment les seuls à avoir ce réseau aujourd'hui et cette expertise, on apporte un différenciant clair et évident dès le début. Ensuite, effectivement, pour vous rejoindre, oui, il y a des savoir-faire qui sont spécifiques à la France, qui ont disparu dans d'autres pays, que le monde entier s'arrache, que ce soit évidemment dans la mode, mais dans la joaillerie, c'est la même chose, et dans la décoration, énormément aussi. Est-ce que c'est vrai en événementiel? Est-ce qu'on s'arrache les talents français? Est-ce que le luxe s'arrache les talents français? Jean-Philippe, toi qui es dans un groupe... Dans l'art de la table. L'art de la table, est-ce que c'est spécifiquement... Vous êtes présent aussi à l'étranger. Est-ce que là, il y a une exception française justement dans tout ce que vous nous avez décrivé, dans ce souci du détail, dans cette capacité à aller chercher le bon produit pour créer un environnement d'exception? Est-ce que là, il y a une spécificité événementielle française, d'après vous? Événementielle, je ne sais pas, mais effectivement, je peux vous dire que l'art de la table, notamment en Europe du Sud, parce qu'on est très présent en Europe du Sud, est vraiment très très apprécié. On a fait des études également en Asie où on sait qu'effectivement c'est une vraie force, l'art de la table à la française. Voilà. Donc oui, bien sûr, c'est un talent qui est très très apprécié. Jean-Philippe, toi aussi vous êtes présent à Londres, en Belgique, est-ce qu'il y a une exception événementielle française? Est-ce que où les créatifs sont partout et ils sont bons et... Bon, il y a des créatifs un peu partout, il y a des bons créatifs un petit peu partout, mais ouais, il y a une French touch, et alors d'autant plus évidemment dans nos marques de luxe françaises qui s'exportent à l'étranger et qui aiment arriver aussi avec un savoir-faire événementiel à l'étranger pour montrer un petit peu cette exception française. Donc on les suit, on a une légitimité qui est évidente. Donc c'est bien ça. Tout à l'heure, j'ai repéré un mot que vous avez prononcé, Marc, qui est le mot premium. Et ça m'a fait tiquer. Parce que je me suis dit, mais le premium, c'est pas le luxe. Est-ce que vous... voilà, alors, dans ce désir d'accès... On parlait tout à l'heure, on évoquait des marques de luxe qui... bien qu'elles ne s'adressent qu'à des publics très particuliers, elles ont aussi cette vocation à vouloir être accessibles à tous. Est-ce que y a dans ce que et là je perds le fil de mon machin, c'est pas très grave, ça arrive. Oui, est-ce que là on ne fait pas, est-ce qu'on fait une différence entre le premium et le luxe? Non, c'est qu'une question de terme. Bon. Le premium, dans mon langage en tout cas, si vous voulez, j'aurais pu choisir un autre terme, hein, on ne l'a pas figé dans le marbre, mais c'est en gros une gamme sans limite, quoi. C'est le sans limite. Ça commence avec, je ne sais pas, des assiettes Versace, par exemple, vous l'évoquiez tout à l'heure, mais derrière, ça peut être, dans cette gamme, je suis certain qu'elle va s'élargir au fil des années, parce qu'on va nous demander un art de la table sur mesure, c'est évident, c'est évident. On se revoit, je dirais, dans 5 ans, et probablement qu'on aura doublé cette gamme de produits uniquement avec les événements sur mesure que l'on aura pu opérer. Voilà. Donc, ça commence, je ne sais pas où, mais si vous voulez, ça n'a pas de fin, quoi. D'accord, je comprends. Donc, je ne l'avais pas compris comme ça. J'espère être plus... Oui, tout à fait, tout à fait. Pour revenir, premium, luxe, toi, tu fais une vraie différence. Ouais, bon, voilà. Après le vocabulaire, il y a toujours des choses. Ouais, il y a une différence. On a le luxe, c'est l'histoire, c'est le patrimoine, c'est la transmission, et c'est tous les codes dont on a parlé qui sont attachés à ça pour passer ce message vis-à-vis de son public.
Le premium, on est juste en dessous. C'est Armani, il y a le privé, donc la collection haute couture, et puis il y a le sportswear. Donc c'est bien aussi, c'est un petit peu plus accessible. Le premium, c'est les marques qui ne sont pas tout à fait super luxe, qui sont juste en dessous, et qu'il faut servir aussi avec les mêmes codes et la même envie et la même énergie que les autres. Je donne un exemple assez simple qui va en faire rire quelques-uns, je pense. Mais quand Dassault nous a appelé pour lancer son dernier jet, qui était le 8X, la première fois qu'il m'a appelé, je lui ai dit écoutez, moi je fais que du luxe, donc c'est pas du tout mon truc. Je les ai vexés. On parle de la plus performante et je pense d'une des plus belles entreprises françaises aujourd'hui au CAC 40, qui est un groupe absolument dingue. Il lance un joujou à 55 millions d'euros hors option. Et sur le coup, je leur dis, je fais que du luxe, moi, donc c'est pas le truc. Donc un petit peu hautain, Jean-Philippe, il est puant, c'est un type horrible. Bon, puis je raccroche. Et puis 3 semaines après, il me rappelle, il me dit, écoutez, il faudrait quand même faire quelque chose, ce serait bien. Donc on revient et on l'a refait avec une deuxième structure. Donc on a Profers et puis on a une autre structure qui s'appelle Lemon Chic qui fait justement du premium. Et c'est avec Lemon Chic qu'on a répondu à la demande en donnant des codes du luxe. Alors on a effectivement fait des choses aussi un petit peu ensemble. On est allé chercher chez la Cristallerie Saint-Louis les lustres. On est allé chercher dans des très belles maisons comme Option et d'ailleurs chez Option aussi toute une gamme d'art de la table qu'on a pu leur mettre. On leur a fait un grand dîner à la française pour lancer ce nouveau Falcon, et qui était une vraie réussite, et ils ont apprécié, et c'était un bon moment, mais ça, c'était du premium. Mais quand même, tu l'as dit, les codes du luxe sont accessibles à tous. Les codes du luxe sont accessibles à tous. Parce que Cristallerie Saint-Louis, parce que art de la table spécifique, parce que... Oui, alors après, on va rentrer dans un sujet qui est un tout petit peu tabou aussi, mais Saint-Romuald, il en parlera aussi bien que moi, c'est le budget. Alors voilà, justement... Là, vous n'imaginez pas les grands écarts qu'on peut faire également là-dessus. Je ne vais pas donner le chiffre parce que je ne peux vraiment pas en donner. Très honnêtement, aujourd'hui, parmi les plus gros clients qu'on puisse avoir, c'est les privés. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, les privés, c'est, ça je pense que Marc le vit également, c'est énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un monsieur très puissant, même si très peu connu, peut dépenser pour le mariage de sa fille l'équivalent de, 5 lancements de parfums internationaux de chez L'Oréal Luxe pour une journée. Parce qu'il va falloir refaire une église, il va falloir faire venir le dessert de l'autre bout du monde dans un jet frigorifié et ainsi de suite. C'est des choses complètement... On touche à des choses un peu folles. Vous en faites, vous? Ah oui, beaucoup. Ah, oui. Faut pas le dire. Alors c'est des grandes familles la plupart du temps, donc c'est des gens la plupart du temps qui appartiennent aussi à ces milieux ou pas. C'est aussi toute une clientèle asiatique, russe, américaine, indienne, essentiellement, et maintenant le Moyen-Orient. Alors c'est pas génial d'en parler en ce moment, mais ouais, le Qatar, tout ça, toutes ces populations aujourd'hui qui sont vraiment sans limite. Représentent des budgets qui sont sans commune mesure avec ce que peuvent donner même des sociétés du luxe françaises aujourd'hui pour les événements. Et sans se confronter en plus à un service achat dont on ne va pas parler ici parce que c'est pas du tout le sujet. Il y a une question, on va y revenir. Mais de plus en plus drastique, c'est-à-dire qu'on va se retrouver à parler de luxe avec des vraies maisons de luxe et à négocier 100 euros, j'exagère un petit peu, mais 1000 euros par 1000 euros. Là où le fait de faire des barres en marbre pour une réception qui vont coûter 100, 150 000 euros ne pose même pas le moindre problème à certaines personnes. Donc vous voyez même pour les équipes de switcher entre les différentes choses, compliqué. Il faut des gens équilibrés quand même. D'ailleurs à tel point qu'une grande agence parisienne qui s'appelle Avas Event vient de faire une petite com autour de la création d'un département dans son agence qui s'appelle Private, et qui est dédié aux événements personnels. Donc j'ai l'impression que tout d'un coup, il y a un marché là. Ah il y a un vrai marché aujourd'hui, puisque c'est l'évolution du monde, la planète. Il y a de plus en plus de milliardaires chinois, il y a de plus en plus de milliardaires russes, de plus en plus de milliardaires. D'accord, les écarts se creusent. Plus il y a des milliards et plus il y a des événements. Et ces gens n'ont qu'une seule notion. Il faut bien s'imaginer que ces personnes ne réfléchissent pas comme nous. Tous les matins, ils sont plus riches que la veille. Donc la question de gagner de l'argent n'est plus une question. La question aujourd'hui, eux cherchent à dépenser leur temps de la meilleure façon qui soit, sans limite. On achète un bateau, on l'utilise pendant 5 jours et après on le laisse à quai, on s'en servira plus jamais. Ça, c'est leur façon de faire. Donc après, il faut se mettre à leur place, le comprendre, et après peut-être à nous de remettre, j'allais dire, un tout petit peu de morale là-dedans et de voir comment on réutilise, comment est-ce qu'on stocke aussi, et comment aujourd'hui on peut réutiliser tout ce que certains ont utilisé au service des autres marques ou d'autres événements.
D'où le passage chez moi de luxe, et après on le réutilise sur le premium. C'est pas de l'occasion, mais ça a déjà servi. Romuald, les privés, c'est une vraie tendance? Oui, bien sûr. Alors, je vais poser une question piège. C'est quoi? C'est le résultat de l'agence, les marques, les événements privés? En gros, c'est... Il y a plusieurs phénomènes à ça. Bon, le résultat, c'est financier, je parle. je parlerai pas d'argent. Non, non, mais... Non, oui, bien sûr, oui. Ça s'est décomplexé, on va le dire comme ça. Le monde a fait que maintenant il est mondialisé, que ça s'est décomplexé, que vous soyez russe, chinois, taïwanais, hongkongais, dépenser 5, 10, 15 millions pour une soirée. Voilà. Attention, ces gens ont derrière des industries, ça fait partie de ce qui véhicule comme image. Voilà, on parle de privé, mais derrière, il y a quand même des entreprises. On continue à faire un réseau, on est entre soi, on est entre entrepreneurs. Donc, les affaires continuent, quoi. Les affaires continuent, il ne faut pas croire qu'on est dans un truc. On n'est plus dans cette notion, même si elle est très passéiste, on va dire, avant 68, voilà, où vous aviez des gens, des personnalités, des gens qui avaient suffisamment d'argent pour flamber à des soirées. Ceux-là étaient vraiment dans le luxe pour le coup, et il n'y avait pas d'arrière-pensée. On était là pour s'amuser. Après, on va dire, tout ça, le côté festif des soirées, ce sont les marques qui ont repris le leadership dans les années 80, 90, 2000. Et maintenant, voilà, ça s'est inversé, c'est revenu chez les particuliers. Mais ces particuliers ne le font pas. Voilà, on est dans de l'entreprise de com, très clairement, dans du réseau. On n'est plus là à faire la fête pour la fête de façon un peu gratuite. Le mariage, mais ça, il y a des histoires de culture là-dessus qui sont, voilà, on invite tout son réseau. On est là et on est entre soi et... Donc voilà, on dit des privés, mais clairement, c'est les sociétés derrière qui règlent l'addition. Non, mais... Enfin, comme elles ne sont pas françaises, on s'en fout un peu. Lucie, est-ce que vous aussi, vous avez une clientèle privée de plus en plus? Alors oui, on a une clientèle privée parce qu'on est aussi présent sur le secteur qu'on appelle entre guillemets tourisme de luxe et on est beaucoup contacté par des clients alors qui vont être des touristes entre guillemets matures qui nous contactent parce qu'ils sont passionnés et qu'ils souhaitent découvrir la qualité et les savoir-faire et qu'ils souhaitent aller au-delà de la marque. Et dans ce cas-là, effectivement, nous, on a des demandes de grands passionnés, des grands amateurs de haute horlogerie, des grands amateurs de décoration ou de patrimoine qui vont vouloir rencontrer l'expert dans le secteur pour passer un moment. Et ce moment... même s'il est prévu qu'il dure initialement 1 heure, 1 heure et demie, il va tout à fait pouvoir s'élargir à 5 heures parce que la rencontre avec le spécialiste de la haute horlogerie, dont l'atelier se trouve potentiellement un peu perdu en Île-de-France, au fond d'un jardin, ça n'a aucune importance, au contraire. Ils ont là pénétré dans un univers, dans quelque chose qui est totalement exceptionnel. Et cette clientèle-là, de privé fait appel à nous vraiment dans le but de rencontrer ces grands spécialistes. Marc, la clientèle privée, c'est non négligeable chez Option? Oui, elle est très significative. C'est vrai que ça peut changer, sans parler finance, mais ça peut changer un exercice assez rapidement parce qu'on n'est plus du tout dans les mêmes chiffres. Hein. Oui, bien sûr, pas sur l'ensemble du réseau d'Option, mais il faut savoir qu'on est présent à Genève, qu'on est présent à Nice, qu'on est présent à Barcelone. Voilà, c'est les 3... L'arc méditerranéen, enfin Genève, arc méditerranéen, super Lionel. Mais oui, je comprends. Ouais. À Londres également. Et voilà, je cite exprès, je dirais, les agglomérations ou les capitales dans lesquelles on va retrouver ce type de clients. Hein, et avec des exigences tout à fait particulières. On l'évoquait tout à l'heure, des budgets effectivement assez impressionnants. Mais faut-il être prêt, en l'occurrence, à pouvoir les satisfaire. Et là, on revient sur toutes les problématiques de structuration de l'interne, des équipes, etc. Exactement. Alors, j'ai qu'une seule question sur mon petit... Je faisais des signes tout à l'heure parce qu'en fait, j'ai mon appareil qui est bloqué. Les questions ne me remontent plus, mais il y en a qu'une qui est très intéressante au demeurant. Est-ce que dans le luxe, où l'on parle de qualité, d'authenticité, etc., où l'on pense également gros budget, on vient de le dire, est-ce qu'aujourd'hui, avec les évolutions, la crise, vous vous heurtez de plus en plus aux directions des achats ? Comment peut-on retrouver les directions des achats? Bien évidemment, et justement, on ne va pas en parler parce que ça fait partie de notre cauchemar. On reviendra dessus l'année prochaine, je pense, sur les directions des achats. Le cauchemar. Jean-Philippe?
Ouais, je suis d'accord avec Romuald. En fait, la vraie problématique, et je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est que J'ai on vu se des acheteurs dans la retrouve- salle, hein. Ouais, je sais qu'il y en a, mais ils doivent comprendre. En fait, il y a enfin, voilà, on est confronté à des services achats dans différents grands groupes, et ils sont vraiment différents, et ça dépend des personnes face auxquelles on trouve. L'intelligence de certains groupes, c'est d'avoir pris dans les directions des achats des personnes qui viennent d'agences ou qui viennent de marques de luxe et qui ont travaillé dans le domaine. Là, il y a une forme de compréhension aussi et un véritable savoir sur la valeur des choses. Lorsqu'on tombe sur une direction des achats où la seule chose qui compte, c'est de rentrer dans le SAP, le prix au mètre carré du tissu pour juste entendre dire « Ah ben oui, mais vous le payez 75 € le mètre, alors que moi j'en ai à 3,90 le mètre » et qu'ils ne comprennent pas qu'il y a une différence entre un tissu de chez Pierre Fray et j'adore ce que fait CTN, et Varia et ainsi de suite, mais un coton gratté noir, c'est un petit peu embêtant pour un événement luxe. Et effectivement, ça va faire le job, c'est-à-dire qu'il y aura toujours l'événement, mais il ne sera pas de la même qualité. Donc c'est vraiment aujourd'hui un gros travail dans les agences, c'est la pédagogie budgétaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a la présentation, la recommandation, le conseil qu'on peut donner aux marques, et passer ça après... Il y a 50% de l'autre partie du job, c'est d'aller expliquer et de faire la pédagogie d'un budget, aller justifier nos honoraires, aller justifier un production fee à la fin et aller justifier les prix de location et les prix, enfin voilà, et toutes les choses sur lesquelles on travaille d'ailleurs avec les différents partenaires pour essayer d'avoir un message commun. Marc, un cauchemar les achats? Non, je dirais pas que c'est un cauchemar. Non, non, c'est pas ça. Mais effectivement, ils jouent un rôle important, je dirais, dans le process de décision. Mais je reste convaincu que si on a l'offre qui, derrière, ça va satisfaire le client final dans l'entreprise, certes, on va être un peu chahuté au niveau des budgets, bien souvent par l'intermédiaire des agences, d'ailleurs, qui subissent une grosse pression. Mais au final, ça se termine bien, quoi. Voilà. Maintenant, OK. C'est du temps, c'est de l'énergie, c'est des ressources en interne, alors que dans vos métiers, c'est plus la création et la production qui devraient constituer 90, 95, 99% de l'énergie, quoi. C'est surtout ça. C'est vrai, mais si on a le produit différenciant, encore une fois, bon, je dirais la négociation se passe beaucoup mieux, quoi. Merci. Oui, mais j'ai débloqué le mien. ça peut aller plus loin, parce qu'il y a un moment donné, même quand vous faites votre travail de création, il faut l'oublier. Malheureusement, il faudrait l'oublier, je le dirais comme ça. Bon, et qu'on se dit, bah non, on va pas présenter ça parce que là, on va se faire tacler parce que c'est trop cher. Donc voilà, il y a une remise en cause de la façon de procéder dans la création d'un événement, de ce qu'on va présenter, comment on va le faire. Voilà, malheureusement, quelquefois, on est obligé de présenter 3 versions d'un produit. On va dire celui à 100, celui à 30 et celui à 10. Et on se dit, pourvu qu'ils ne prennent pas 10. Et malheureusement, quelquefois, ils prennent à 10. Bon. En général, ce qui est bien, c'est quand ils ont pris la décision de prendre à 10, derrière, ils se font taper sur les doigts en disant, c'est pas possible. Donc, il y a une éducation mutuelle qui va se faire au fur et à mesure. Voilà. En tout cas, nous, pour notre partie, il n'y en a pas beaucoup. On en a certains. Ça s'accompagne, ça avance les uns avec les autres, ça s'éduque réciproquement. Voilà. Mais c'est du temps et donc... Et voilà, c'est surtout du temps, de l'énergie. Et de la pédagogie, et vous avez autre chose à faire. Bah oui, et surtout on est, en tout cas pour notre partie, on est nous quand même dans des deadlines en général assez courtes. On peut très bien avoir des créateurs qui nous donnent le brief une semaine avant. On n'est pas en train de se poser la question, tiens, il y en a un moins cher à côté. Non, on va à l'efficacité, à la rapidité. C'est vrai que achat est certainement incompatible avec la réduction des délais et de création et de production. On est d'accord là-dessus, mais on y reviendra certainement l'année prochaine, parce que cette année on a passé les achats, mais c'est pas grave, on y reviendra l'année prochaine parce que c'est un sujet passionnant. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Oui. Alors je me déplace. Présentez-vous. Moi, je présente, je suis Sam. Je voulais juste dire qu'on a un certain talent dans l'événementiel, dans le luxe, et qu'on se développe progressivement tout seul à faire des batailles et autres. Comment on se fait connaître auprès des grandes agences comme vous? Parce que j'ai tapé dans le luxe, j'ai été présent dans toutes ces caravanes que vous dites, Baselworld ou Art Basel, ou tous ces événements de mode, luxe, être présent dans les défilés, et de monter progressivement dans certaines activités. Mais comment on se fait connaître auprès de vous? Vous faites quoi? Je fais de l'événementiel, je fais du C'est-à-dire placement de produits, je suis présent dans pas mal d'événements, je suis en rapport avec pas mal de grandes marques que je commence à monter progressivement. Et j'ai développé un concept qui s'appelle Starring.
Starring, c'est la personne qui se met en vedette, qui se met en avant, mais qui ne se la raconte pas. Qu'il est ni VIP, qu'il est ni star. C'est quelqu'un qui est juste là parce qu'il est en starring, comme vous. Vous êtes ici parce que vous êtes représenté et mis en valeur, tout simplement. Alors, ce que je vous propose, excusez-moi, c'est que, comme c'est très individuel, si nos chers camarades à la fin ont 2-3 minutes à vous consacrer, voilà. Mais c'est plus une question qui concerne pas trop Alors, il y a eu des éléments de réponse sur le type de profil qu'il recherchait. Donc, est-ce qu'il y a d'autres? Bonjour, Emmanuel. Moi, je suis sur le golfe de Saint-Tropez. Je suis issu de l'industrie musicale et du marché du yachting. Et fort de ces deux expériences, il y a 2 ans, j'ai créé une agence de placement d'artistes et de production musicale. Dans tout ce que j'ai vu, vous parlez de décoration, vous parlez de clients très luxueux. L'artistique dans tout ça, vous avez sûrement... ces gens-là, il faut les amuser. Il y a des soirées dansantes. Par quel type d'agence vous passez? Quels sont vos contacts? Est-ce que ce sont des agents artistiques? En gros, voilà ma question. Il y a tous les cas de figure. Alors, nous... Ça peut être un peu particulier parce que quand on travaille avec certaines modes, obligatoirement, certaines maisons de mode, les créateurs ont des affinités directes avec certains artistes. Donc là, le booking se fait de façon directe avec les agents de ces artistes. Donc voilà, on passe pas via quelques... Après, on peut avoir des recherches où on va prendre des spécialistes. Je vois typiquement pour le défilé Givenchy à New York, on avait besoin de chants sacrés, religieux, de toutes les religions. Bon, ben voilà, il faut trouver le spécialiste qui va vous aiguiller sur, vous dire, oui, il y a un tel au Maroc, il y a un tel en Israël, il y a un tel au fin fond de je ne sais pas où. Et voilà, après, on va chercher, sourcer le spécialiste de tel ou tel sujet, suivant ce qu'on veut. Après, on est à même, au sein d'une agence, en tout cas comme la bonne en image, de se dire, voilà, pour tel event, c'est tel DJ qu'il faut parce que c'est celui du moment, celui qui raccord à ce qu'on veut dire et faire, ou un tel artiste. Bon, ça se fait plutôt à l'interne, sauf quand on est avec certaines marques où on sait que dans la marque, il y a toujours des artistes qui sont là en train de graviter, dans le sens qui sont amis, family, et voilà. Comment se faire référencer? Ça fonctionne. Alors, en tout cas, chez nous, ça fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas il n'y a pas de référencement, vous l'avez compris. Est-ce qu'il y a d'autres... Alors la tendance, excusez-moi, juste après je vous prends, ça sera la dernière question. La tendance justement dans l'artistique, on a parlé tout à l'heure que la star qui venait au défilé tout d'un coup provoquait une caisse de résonance monstrueuse du défilé en question, ou est-ce qu'on est plutôt tendance dans l'artistique à aller chercher du pointu comme du chant religieux marocain? Ça dépend encore, quoi. D'accord. Voilà, ouais. Toutes les demandes existent. Il n'y a pas de tendance spécifique, c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui. Oui, j'arrive. Bonjour. Bonjour. Donc, cette question est pour vous, Monsieur Jean-Philippe Brault, parce que vous parliez d'être bien né, d'une certaine éducation. Donc, c'est une question un peu personnelle que je vais vous poser. Je n'ai pas été sur votre profil LinkedIn, mais j'aurais voulu savoir quel était votre parcours, dans quel milieu vous avez grandi et vécu. Je savais qu'avec une provocation que tu allais donner, j'allais avoir quelques soucis. D'accord? Alors, il y a un peu de question d'être, effectivement, je ne suis pas bien né ou plus que d'autres. Mais en tous les cas, le parcours plutôt traditionnel, je suis d'une ville de province, j'ai grandi dans une famille fabuleuse et absolument magnifique avec des frères et sœurs. J'ai fait des soirées que certains appelleront rallye et ainsi de suite. Donc c'est hyper vieille France que je suis en train de vous raconter, mais on s'en fout, je vous le raconte puisque vous me le posez et qu'on est que toutes les deux. L'idée derrière après, c'est prépa et sub de co, et puis après un master, et puis une fois qu'on a fait des masters, d'autres formations à côté qui vont encore, les langues, qui reste quelque chose évidemment d'essentiel. Et puis la chance que j'appelais éducationnelle, c'est d'avoir appris très tôt à recevoir, parce qu'on a toujours vu soit des diplomates, soit des personnes d'église et de toute religion confondue à la maison ou dans les réceptions, parce qu'on a la chance d'avoir des parents qui font des métiers qui permettent de voir ça. C'est sûr que ça crée une facilité. Quand on voit des jeunes qui débarquent chez nous, après l'école, pour un entretien, et que c'est la première fois qu'ils mettent un costume avec une cravate, et qui, lorsqu'ils doivent se tourner, tournent avec tout le corps en entier, de peur que le col... Ouais, c'est un problème.
Voilà, c'est juste une métrique. Je me reconnais, Et là. je le redis vraiment parce que justement, c'est pas un problème de discrimination ou qu'on ne veut pas travailler avec un tel. C'est parce qu'on veut juste gagner un maximum de temps dans ce monde qui va très vite et qu'aujourd'hui, pour s'adresser à nos clients, c'est nos clients qui attendent cela. Je ne vous dirai pas tout le reste de ce qu'ils nous demandent, mais ça peut aller très très loin et ils ont besoin de ça. Donc on a plus de facilité à aller chercher dans ces milieux sociaux, les personnes qui conviennent à ce marché plus spécifique. Je veux dire, aller expliquer et trouver les bonnes chambres d'hôtel, les bonnes suites, les bons traiteurs. Et quand ce n'est pas des traiteurs aujourd'hui, c'est même beaucoup de travail avec des chefs directement, d'aller chercher le fleuriste qui va faire l'affaire, de connaître des Daniel Oss, de connaître des Jeff Lettam. Bah, quelqu'un qui n'est jamais allé au Georges V en sachant que c'est un des plus beaux palaces aujourd'hui au monde, ça va être compliqué. Et malheureusement, ce n'est pas donné non plus à tout le monde. Donc quand l'éducation a déjà donné ses codes et ses références, ben, ça aide énormément. Et on va plus vite et on gagne en temps et on a moins de soucis avec les directions des achats parce que ça coûte moins cher à la fin. Juste un mot, je vous remercie beaucoup. Juste un mot de conclusion, un peu de projection pour tous les quatre. Qu'est-ce qui se dessine dans les 5 ans à venir, un point, une tendance forte que vous retenez, même si vous vous répétez, c'est pas très grave, une tendance forte que vous retenez et qui va s'affirmer dans les 5 années à venir quand on parle événementiel du luxe? Moi, je vais le redire, c'est la résonance qu'on sera capable de créer sur un événement. Aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on va se distinguer. C'est là-dessus qu'il y aura une sélection naturelle des agences dans les années à venir. Il y aura celles qui font que l'événement pour faire l'événement. Et il y a celles qui feront l'événement et qui seront capables d'apporter beaucoup plus que simplement l'événement, qui iront chercher justement des talents bien spécifiques avec toute la difficulté qu'il y a de se faire référencer, en tous les cas connaître. Simplement, l'avantage c'est d'être dans le sud, il y en a déjà un peu moins que si vous êtes sur la région parisienne, donc c'est une bonne chose. Et voilà, je pense que c'est ça. Et je veux juste rajouter aussi une dernière chose, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont ici, parce que j'ai aussi été là, et qui disent mais comment je vais faire pour y accéder? Et c'était la question de monsieur là-bas. Je vous jure, c'est un combat. Mais il faut le mener, parce que ça en vaut le coup et qu'aujourd'hui on fait un métier. Enfin, je vous promets que moi je me lève le matin, mais ma vie c'est un kiff. Du début, c'est un mot super élégant que je viens d'utiliser là. Depuis le début jusqu'à la fin, je m'amuse, je rencontre des personnes incroyables, de designers, en passant même par tous les savoir-faire que vous avez ici, qui sont des gens passionnants, qui sont mais passionnés par ce qu'ils font. C'est un métier fabuleux. Voilà, c'est juste un pur bonheur. Donc, faut vous battre. Je suis désolé, il faut se lever comme ça dans une conférence et dire moi vous me connaissez pas et j'ai envie de vous connaître. Et c'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça aussi qu'on référence aujourd'hui des personnes qui ont d'autres talents à nous donner. J'entends voilà votre société, celle-ci, des sociétés comme J'adore l'idée aussi qui m'a accompagné, sont des sociétés qui mettent en avant ces talents et qui sont très importants pour nous parce que c'est ce qui nous permet de nous différencier. Romuald, une tendance forte dans les 5 années à venir pour l'événementiel du luxe? Depuis que vous avez posé la question, j'y réfléchis très vite et je n'arrive pas. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se. Je parlais de grand écart au début. Je pense qu'il va encore augmenter et qui va être pour le coup de plus en plus privé et de moins en moins visible parce que malheureusement, dépenser beaucoup d'argent, montrer qu'on a beaucoup d'argent, va devenir un peu indécent et on va. Par contre, il faut continuer à faire fonctionner le business. Et un peu d'humilité. Et on va être obligé d'aller. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, en tout cas le planquer, il va falloir, mais on va tirer de plus en plus vers le haut parce que les clients qu'on a en tant que marque, qui ont eux-mêmes leurs clients, ces clients-là, ils sont toujours de plus en plus exigeants. Il faut monter en gamme encore plus de créativité, ça c'est évident. Mais il y a un petit virage là qui se prend dans le luxe. Il faut repositionner déjà ce mot luxe, c'est un peu ce que je disais en intro, c'est très galvaudé, comment on le ramène à quelque chose d'essentiel. Ouais, là il y a 2 ou 3 ans qui sont intéressants. Oui, vraiment. Merci Romuald. Lucie, la tendance que vous retiendrez? Pour moi, la tendance, la grande tendance à venir, en tout cas dans du coup ce que je vais qualifier de nouveau luxe, puisque c'est le luxe qui nous intéresse chez Vanella, c'est la personnalisation, la volonté de créer de l'émotion avant tout auprès de la cible et donc un luxe expérientiel. Marc? C'est probablement le développement des réceptions privées, on l'a évoqué tout à l'heure. Ça veut dire des formats d'événements plus petits, d'accord, en moyenne on va dire. Et derrière ça, c'est le produit d'exception. Voilà. Chez Option, on est amoureux des produits, on est amoureux du beau, on aime bien l'élégance. C'est vraiment quelque chose que l'on va cultiver tout particulièrement dans les prochaines années. Il faut être passionné, je suis d'accord, on l'a évoqué à l'instant.
Voilà, c'est ça qui va nous animer en tout cas, et notamment pour bien servir les nouvelles tendances. Merci beaucoup. J'espère qu'on vous a apporté un peu d'éléments de réflexion sur les tendances de cet événementiel du luxe. Merci à nos intervenants. Je vous demande de les applaudir.